اوكي ستارت ريكوردينغ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد للشبكة الجزائرية للعلماء الجزائريين إيناس. معكم محمد عمروش، دائما الجروب ليدر تاع الجيو ساينس جروب مع الشبكة إيناس. والمرة الفارطة كان عندنا لقاء خاص مع الأستاذ نور الدين بورحلة اللي كان راح يجي يعطينا محاضرة في entitled Algerian Seismic Code Past Lessons, Present Challenges and Future Perspective في 24 تاع سبتمبر. ولكن لسوء الحظ كان عندنا مشكل تقني وما قدرناش نكملوا المحاضرة على المباشر، ونعتذر على الانقطاع. ولكن الحمد لله الأستاذ يعني أصر أن نقوم بهذا البرزنتيشن، يعني عملنا تسجيل غير مباشر، وان شاء الله راح يعمل البرزنتيشن تاعو معنا اليوم ونشاريوها معكم يعني افتر وي ريكورد الفيديو. السلام عليكم استاذ، بارك الله فيك اللي تشرفتنا تانيك بالحضور تاعك اليوم تانيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا محمد. إخواني أخواتي أبنائي بناتي الأعزاء، يسعدني ويشرفني أن أتقاسم معكم بعض الوقت اليوم في تقديم هذه المحاضرة. والدكتور محمد كان قد اقترح باش نتكلم عن القوانين والنظام المقاوم للزلازل، وإن شاء الله تكون فيه إفادة. دكتور محمد، هل ممكن أن ندير شيرينج ولا في اشياء تحب تقولها؟ تفضل استاذ، يعني يمكن you can share your screen. تفضل. Yes, we can see the sharing. Please open the PowerPoints and okay. Continue. Bien, donc voilà, je reviens au sujet de cette présentation. Comme j'ai mentionné, donc le titre a été suggéré par Dr Mohamed Amrouche. Donc je vais parler sur le code parasismique algérien. D'abord, je vais introduire par un aperçu sur l'historique. Ensuite, je vais présenter l'état du code algérien tel qu'il est maintenant. Je vais parler aussi de son évolution jusqu'à la dernière version. Ensuite, sur les futures perspectives. Bon, c'est vrai que elle a été, c'est-à-dire que la présentation est destinée à un grand public au même titre que les spécialistes. Donc, ça va être un petit peu difficile de maintenir donc la barre entre les généralités et quelques intrusions dans le technique un peu plus profond. J'essaierai quand même de faire en sorte à satisfaire quand même l'ensemble de l'audience. Tout d'abord, si on veut parler de l'historique des codes sismiques, c'est tout simplement parler de l'histoire de l'humanité. Tout simplement parce que quand on voit maintenant, par exemple, la répartition ou la distribution des zones sismiques dans le monde, on peut remarquer que les grandes civilisations sont situées dans des régions sismiques. Et donc, les constructions sont sujettes à des secousses sismiques que l'homme a toujours essayé de les protéger par des techniques pour améliorer leur
comportement sismique. Et c'est à travers ça que les codes sismiques se sont développés à travers le temps. Donc, j'ai subdivisé donc ce aperçu historique en trois grandes parties. La première, c'est avant les codes contemporains. La deuxième partie, c'est les précurseurs des codes contemporains. Et enfin, l'évolution du premier code parasismique contemporain à l'heure actuelle. Donc, ça fait très longtemps que lors des civilisations, les constructeurs ont toujours essayé de protéger leur infrastructure, leur structure de l'action sismique. Par exemple, si je prends l'exemple le mausolée qui est situé au sud-ouest de l'Iran, ce mausolée a été construit pratiquement 5 siècles et demi avant notre ère. Et il est construit d'une manière parasismique à protéger donc la partie supérieure du mausolée. Il est construit sur une base composée de 3 couches. Donc, entre les couches, ce sont des pierres taillées, très lisses, qui, lors d'une secousse sismique, permettent un glissement relatif. Et donc, c'est exactement le même principe de l'isolation à la base qu'on utilise actuellement. Donc, il permet de sortir de la résonance par un glissement, en même temps de dissiper l'énergie par frottement entre les couches. Donc, vraiment, c'est une technique parasismique qui a été utilisée déjà presque 6 siècles avant notre ère. Ensuite, je donnerai un autre exemple, celui du palais de l'Alhambra. Ce qu'on voit ici, c'est des colonnes en marbre. Alors, il est connu que le marbre travaille bien à la compression, mais ne travaille pas bien à la flexion. Donc, il est très fragile aux contraintes de traction. Et du coup, donc, on voit que le génie de cette époque, ils ont utilisé donc des isolateurs au niveau haut et bas de la colonne. Et comme ça, on empêche le passage de l'effort de flexion. Les colonnes ne travaillent qu'à la traction, disons à la compression. Donc, en cas d'une secousse sismique, ça peut bouger ici et ça va travailler exactement comme une rotule en empêchant donc le passage de l'effort, du moment fléchissant et la création d'une contrainte de traction pour protéger justement les colonnes. C'est des preuves de techniques parasismiques qui ont été utilisées, ça fait très très longtemps. Les précurseurs, oui, les précurseurs des codes sismiques, tout le monde dans la littérature scientifique s'accorde que ça s'est passé dans l'ère Méditerranée et notamment il y a 2 événements sismiques qui marquent
ces précurseurs de codes parasismiques. C'est le séisme qui a secoué la région d'Alger en 1716 et celui de Lisbonne en 1755. Donc, suite à ce séisme, le Dey Ali Chaouch a promulgué donc, des techniques de protection parasismique telles que visualisées sur cette image. Donc, on voit qu'il y a un mécanisme ici qui protège, par exemple, les éléments fragiles à la flexion, bon, soit au sommet ou bien à la base de la colonne. La même chose qui s'est passée aussi à Lisbonne, les gens qui ont visité l'ancienne ville de Lisbonne peuvent remarquer que les murs en maçonnerie sont dotés d'éléments en bois pour donner plus de ductilité à ces éléments. Mais ça reste toujours des dispositions constructives. Les premiers codes, ou bien le premier code parasismique qui prescrit d'une manière explicite le calcul d'une structure par rapport à une action sismique horizontale, c'est après le séisme de Messine en Italie en 1908. Donc, c'est un séisme qui a dévasté toute la région et suite à ce séisme, ils ont, en 1910, prescrit pour la conception des structures une force horizontale égale à 1/12 du poids de la structure au niveau du rez-de-chaussée et 1/8 du poids au niveau des étages supérieurs. Ensuite, c'est en 1923, après le séisme Great Kanto Earthquake au Japon, on a aussi explicitement introduit la conception et le calcul parasismique en utilisant 10% du poids de la structure appliqué horizontalement sur la structure et il est distribué en hauteur. Aux États-Unis, c'est en 1925 où on a introduit aussi explicitement les forces horizontales sur les structures. Et d'ailleurs, juste après ce séisme, en 1928, est sortie la première édition de l'UBC, Uniform Building Code, qui préconise donc un effort tranchant égal à 0,075 W d'Earth, 7,5% du poids appliqué sur la structure. Bon, pourquoi j'ai parlé aussi de l'UBC, comme on va voir tout à l'heure? Parce que le règlement parasismique algérien, sa première version était basée sur ce code UBC. Alors, là aussi, ce que vous voyez, c'est une carte qui montre tous les pays qui ont actuellement, actuellement, en 2004, c'est une carte de l'Association internationale du génie parasismique, montrant donc les pays qui disposent d'un code sismique. On voit par exemple ici en Afrique, il n'y a que 4 ou 5 pays qui ont un code parasismique propre à leur pays.
Donc, à travers la période de 1960 à 2004, on peut remarquer qu'en 1960, il n'y avait que 13 pays qui ont proprement un code parasismique. Je pense que à l'Algérie, bon, c'était sous le colonialisme, avait son propre code sismique qui est l'AS 55. Le code sismique algérien, après l'indépendance, c'est les premières années de 1980. Là, il n'y avait peut-être qu'une trentaine de pays qui disposent d'un code parasismique. Donc, on peut voir que l'Algérie est parmi les premiers pays du monde qui ont leur propre code parasismique. Alors, maintenant, si je reviens sur l'historique du règlement parasismique algérien, on peut déjà commencer comme un code précurseur de 1716. C'était les recommandations du Dey Ali Cheikh suite au séisme de 1716. Ensuite, c'est les recommandations antisismiques 55 suite au séisme de 1954 qui a ébranlé la région d'Al-Asnam, enfin d'Orléansville à l'époque, maintenant Chlef. Et là, on peut réellement voir qu'il s'agit effectivement d'un code dit moderne où il y a, donc, on préconise explicitement une force sismique horizontale, il y a un zonage, il y a des dispositions constructives et des critères à vérifier. Par contre, ici, pour le code précurseur, il n'y avait que des recommandations ou des dispositions constructives à observer lors de la réalisation. Ensuite, après l'indépendance, c'est juste avant le séisme d'Al-Asnam 1980 que l'Algérie a chargé une équipe d'experts du CTC pour l'élaboration d'un code parasismique propre à l'Algérie. Parce que la période entre 1954 jusqu'à, disons, 1981, on utilisait donc les versions du PS. Donc, c'est le règlement français. Alors, il y avait donc cette équipe d'experts. C'était justement, c'est 1978, je pense. Ils ont commencé à élaborer une version avec la collaboration de chercheurs des États-Unis, Stanford University, et ça a coïncidé avec le séisme d'Al-Asnam en 1980. Donc, la première version est sortie en 1981 et juste après, on a fait un update en 1983. Voilà, ensuite en 1988, 99 et la dernière révision, c'est après le séisme de Boumediès 3. Voilà donc enfin, je vais revenir à l'évolution, mais là j'ai cité uniquement les dates des révisions des règles parasismiques algériennes. Alors, on parle du code parasismique, on se pose la question, c'est quoi un bâtiment parasismique? Okay? Souvent, je pose cette question à mes étudiants et parfois,
je reçois des réponses disant que un bâtiment parasismique, c'est un bâtiment qui est construit sur des isolateurs sismiques qui protègent le bâtiment. Il devient donc très résistant au séisme. D'autres, ils me disent, c'est des bâtiments qui disposent de systèmes parasismiques et qui protègent la structure. Bon, si on pose la question à Google, voilà, je l'ai posé, j'ai reçu quelques réponses. Par exemple, ici, une définition du parasismique par Future Sciences. Une construction parasismique répond à un certain nombre de règles pour résister aux effets des séismes. Le rôle principal d'une architecture parasismique. Déjà, on parle d'architecture parasismique et de prévenir l'effondrement des bâtiments qui pourraient entrer en résonance avec l'oscillation du sol. C'est intéressant de lier, disons, l'effondrement ou les dégâts d'un bâtiment avec la résonance, avec l'oscillation du sol. Et puis, il donne une image montrant donc des spécimens, des essais, peut-être des dispositifs parasismiques, etc. Voyons ce que dit Wikipédia. Wikipédia vous dit la construction parasismique ou antisismique regroupe l'étude du comportement des bâtiments et structures sujets à un chargement dynamique du type sismique et la réalisation de bâtiments et infrastructures résistants au séisme. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, pour moi, pas vraiment clair. Ensuite, quels sont ces objectifs d'une construction parasismique? Alors, il dit les objectifs principaux de la construction parasismique sont de comprendre l'interaction entre les bâtiments ou autres infrastructures de génie civil et le sol. Prévoir les conséquences potentielles des tremblements de terre. Concevoir et construire des structures résistant aux tremblements de terre conformément aux normes de construction locales. Je pense que c'est quand même très flou comme définition d'un bâtiment parasismique. Bien sûr, il y a d'autres définitions. Regardons ce que c'est, c'est-à-dire si je vois l'objectif du code sismique, ça peut répondre à cette question. Alors, une construction parasismique, tout d'abord, c'est une construction qui est conçue, calculée selon un code sismique et réalisée conformément à cette étude. Alors, si je peux faire ça correctement, c'est-à-dire je fais une bonne conception, je fais un bon calcul selon le code, je peux dire que j'ai, et puis je construis conformément à l'étude. Donc, je minimise les malfaçons, etc. Dans ce cas-là, je peux dire que j'ai une construction parasismique. Alors, selon le code, cette construction parasismique, elle peut résister à des secousses fréquentes sans qu'il y ait de dommages, disons, importants. Je peux avoir des dommages non structuraux, mais très limités. Et en cas d'un séisme rare et sévère, je n'aurai pas d'effondrement. Donc, le bâtiment ne va pas perdre son intégrité totale. Et c'est ça le but d'une construction parasismique.
Évidemment, pour certaines structures, on va voir tout à l'heure, quand on va parler un petit peu en détail sur le code, que certaines constructions vitales doivent rester fonctionnelles après un séisme. Donc, voilà un petit peu l'objectif d'un code parasismique. Ce sont les conditions minimales qui assurent la protection des vies humaines. Ça ne veut pas dire qu'une construction parasismique est une construction qui ne va pas être endommagée lors d'un séisme. Non, elle peut être endommagée, mais de la manière que je viens de décrire. Je vais aussi parler un petit peu de l'évolution parce qu'il y a une nouvelle génération de codes parasismiques qui change un petit peu cette philosophie des codes de la génération antérieure. Donc voilà, une construction parasismique, c'est une construction conçue, calculée selon le code et réalisée conformément à l'étude. Et cela garantit donc ce minimum de protection. Ça veut dire que la structure, elle peut endurer quelques dommages non structuraux lors d'un séisme modéré et qu'elle garde sa stabilité, ne va pas s'effondrer en cas d'un séisme très sévère. Alors, les règles parasismiques algériennes, la structure du code est composée principalement de 5 parties. La première, en plus des généralités, il y a donc la partie qui préconise les conceptions ou bien les règles de conception, les classifications ou les critères de classification, les méthodes de calcul et d'analyse, les vérifications et la conception et les dispos constructifs des différents types de structures, charpente métallique, béton armé, etc. Alors, la première partie, les règles de conception ou les bonnes règles de conception, on peut voir que les règles parasismiques donnent des recommandations pour le choix du site. Des sites qui sont situés sur ou proches des failles, etc. Donc, ils donnent des recommandations par rapport à ça. Il prévoit aussi, il donne des recommandations concernant aussi les conditions du sol, quel type de sol à éviter, quel type, quand il y a donc un terrain accidenté, etc. Il donne aussi des conseils ou des recommandations pour les fondations, pour la structure et aussi pour la modélisation ou le calcul d'une structure. Mais ça reste toujours des règles générales, disons, c'est un ensemble de règles et de recommandations pour la première partie. La deuxième partie qui est très, très importante, c'est la classification ou les critères de classification. Là, le premier item, c'est les ondes sismiques. Donc, on subdivise tout le territoire en zones. Donc, les zones de forte sismicité et de moyenne sismicité ou de sismicité négligeable.
pratiquement 4 zones, la zone 3, 2A, 2B, la zone 1 et 0. Ensuite, le code, il donne, comme j'ai mentionné juste avant, l'importance de la construction. Alors, certaines constructions qui peuvent, par exemple, qui risquent en cas de dommages excessifs de mettre en péril un très grand nombre de vies humaines, sont d'une plus grande importance par rapport à des constructions ou des abris peu importants et qui ne risquent pas d'avoir des pertes humaines. Donc, il y a une classification pour les ouvrages d'importance vitale. Ce sont des constructions qu'on veut préserver coûte que coûte lors d'un séisme parce qu'il faut qu'elles restent fonctionnelles pendant le séisme, disons juste après le séisme, tels que par exemple les hôpitaux, les centrales de communication, les casernes de pompiers, de police, etc. Donc, ce sont des constructions qui doivent rester fonctionnelles et donc ils ont une très grande importance, c'est l'importance vitale. Ensuite, il y a les constructions de grande importance, les constructions d'importance moyenne et peu importante. Il y a aussi la classification du sol. Donc, il y a 4 catégories de sol. Le sol ferme ou rocheux, sol ferme, sol meuble et très-meuble. Donc, selon les caractéristiques géotechniques, on peut faire un classement et dire que ceci ou ce sol, il est classé en catégorie, par exemple, S1, S2, S3 ou S4. Ensuite, la quatrième classification ou les critères de classification, c'est, on sait que les forces sismiques d'une construction sont reprises par ce qu'on appelle les systèmes de contreventement ou les systèmes résistants aux forces horizontales. Et selon le type de construction, il y a plusieurs systèmes et chaque système a ses spécificités et là aussi ses qualités de ductilité et de résistance. Et chaque système, on lui attribue donc un coefficient qu'on appelle le coefficient de comportement ou le coefficient de réduction de la charge ou de la force sismique, on en parlera plus tard. Ensuite, il y a les classifications ou les critères de classification de la régularité des constructions. C'est une régularité structurale concernant donc les décrochements, soit géométriques ou structurels, en plan ou en élévation. Et comme ça, on peut dire que cette construction, elle est régulière ou non, selon ce critère de classification. Troisième partie, c'est là où on parle de l'action sismique et le calcul à utiliser. Les règles parasismiques algériennes préconisent 3 méthodes. Alors, la première méthode dite la méthode équivalente ou la méthode statique équivalente, qui consiste
appliquer une force statique, mais elle est équivalente aux charges dynamiques lors d'un séisme. Donc, elle est donnée en fonction d'un certain nombre de paramètres, tels que le paramètre de l'accélération, de l'amplification dynamique, le facteur de qualité, le poids et le fameux R, qui est le facteur de comportement de la structure qui dépend justement du système de contreventement. Donc, en fonction de ces paramètres, on calcule une force totale horizontale qu'on va distribuer en hauteur et en plan pour pouvoir calculer la structure vis-à-vis cette force équivalente. Cette méthode, elle est applicable pour un certain nombre de constructions usuelles ou qui répondent à des critères de régularité. La deuxième méthode qui est la plus utilisée maintenant, c'est la méthode dite modalo-spectrale où le chargement sismique est donné sous forme d'un spectre de réponse. Donc, la force sismique, au lieu d'être calculée directement comme étant une force, ici, on la calcule à partir d'un spectre de réponse, tout simplement parce que la force dynamique dépend des caractéristiques modales de la structure. Et donc, on donne un spectre qui donne donc les accélérations spectrales par rapport à la fréquence de la structure ou les fréquences propres de la structure. Donc, le règlement définit un spectre qui est donné par un ensemble de formules. Ces formules sont données en fonction des paramètres, plus ou moins les mêmes paramètres utilisés dans la méthode statique équivalente, tels que le Q, le R. On ajoute aussi ici le facteur d'amortissement, puisqu'on introduit la composante dynamique de la structure, automatiquement un système dynamique est caractérisé par ses propriétés massiques, élastiques et d'amortissement. Et du coup, donc, on retrouve ici ce coefficient d'amortissement. Évidemment, le A, c'est l'accélération ou le zoning. Donc, c'est cette méthode qui est utilisée dans la plupart des cas. Enfin, c'est la méthode temporelle. Et là, il faut définir une action temporelle, des accélérogrammes, des règles parasismiques, bien qu'il ouvre, qu'il donne donc une fenêtre pour effectuer ce type d'analyse, mais très spécifique pour les structures, disons, particulières et qui doivent être faites par, comme c'est préconisé dans le code, par un personnel qualifié. On revient sur ça après. Donc voilà les trois méthodes qu'on peut utiliser pour l'analyse et le calcul d'une structure pour être conforme au code. Bien, une fois j'obtiens donc les réponses de la structure après l'analyse, le calcul, je fais donc les vérifications nécessaires en faisant les combinaisons nécessaires et vérifier la stabilité, la résistance de chaque élément. Il y a aussi des critères pour le joint sismique qu'il faut laisser entre deux bâtiments adjacents qui doit être supérieur ou égal à 40 mm et les données par
cette formule, donc 15 mm, plus le déplacement des deux bâtiments au niveau d'interchoquement. Et ça, c'est pour éviter justement les effets de martèlement qui potentiellement peuvent se produire lors d'un événement sismique pour des bâtiments très proches l'un de l'autre. Il y a aussi le critère de déplacement horizontal que l'RPA donc limite les déformations à 1% de la hauteur. Donc, la déformation interétage ne doit pas dépasser 1% de la hauteur de l'étage. Voilà, donc, bon, je ne vais pas aller en détail dans tous les critères de vérification. Les gens qui utilisent des ingénieurs, donc ils savent bien comment utiliser ça. Donc, je passe sur ça. Ensuite, l'RPA, il va vers, une fois le calcul est fait, les vérifications, on doit se conformer à un certain nombre de dispositions constructives pour les structures en béton armé, en charpente métallique, en maçonnerie et aussi pour les fondations. Donc, il donne des dispos constructifs pour chaque type de construction en termes de coffrage, en termes de ferraillage minimal, etc. Il y a aussi des recommandations concernant la charpente métallique. Voilà donc actuellement comment aider, c'est-à-dire la structure du code actuel. Bon, le code parasismique, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire qui évolue avec le temps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a toujours, on va voir quels sont les éléments qui nécessitent qu'on doit réviser le code d'une manière régulière. Alors, comment réviser un code et pourquoi? Alors, comment? C'est simple. Tout se joue au niveau, disons, des comités ou des groupes de révision. En général, dans la plupart des codes parasismiques, il y a donc un comité qui fait l'interface avec l'autorité chargée du code, et puis il y a des sous-comités, tels que le sous-comité de l'ALIA sismique, les spécialistes de structure, de béton, de charpente, géotechnique. Il y a aussi un aspect socio-économique dans le code. Donc, en plus disons, du technique de la construction, il y a aussi des paramètres socio-économiques déterminants qui doivent être pris en compte lors de la révision du code. Alors, quelles sont les sources de la révision d'un code? Premièrement, on fait des révisions pour intégrer les avancées dans la recherche en génie parasismique. Pas uniquement en génie parasismique, mais dans toutes les disciplines qui ont une relation avec la construction parasismique. Et comme il y a des avancées très rapides dans la recherche, il faut que le code soit mis à jour plus ou moins régulièrement pour bénéficier de ces avancées.
il y a aussi le feedback des utilisateurs. Parce que c'est vrai que dans les comités, on intègre toujours les ingénieurs, concepteurs qui calculent, qui réalisent, mais ce sont cette catégorie d'utilisateurs, parce que c'est eux les utilisateurs du code, qui donnent leurs remarques sur des aspects généralement pratiques. Les choses qu'on peut améliorer, les choses qu'on ne peut pas réaliser. Si on donne par exemple des dispositions constructives que l'entreprise peine à réaliser ou sont réellement irréalisables, donc il donne un feedback par rapport à ça pour améliorer ces dispositions constructives. Et enfin, c'est l'école ou bien l'école réelle, c'est les séismes. Parce que après chaque séisme, on apprend des choses. Le séisme, c'est, si vous voulez, c'est le test à l'échelle réelle qui permet d'évaluer la performance du code. Aussi, il donne des informations sur l'aléa sismique, sur la distribution des failles, etc. Donc, après chaque séisme, il y a des recommandations ou il y a des leçons qu'on peut tirer et intégrer dans les révisions après le code. Bien sûr, il y a des choses qui doivent être faites d'une manière scientifique, bien réfléchie et prouvée scientifiquement, donc par des chercheurs, des ingénieurs, etc. Donc voilà pourquoi d'ailleurs on fait les révisions et quelles sont les sources utilisées pour améliorer le code parasismique. Alors, pour le code, pour les règles parasismiques algériennes, après donc la première révision ou bien la première édition de 1981 au 83, il y avait eu donc une révision en 1988 et c'était après donc pratiquement un séisme de Constantine de 1985. On a tiré quelques leçons, mais essentiellement en 88, on a intégré la méthode modalo-spectrale parce que la première édition de 1981 et la deuxième en 1983, il n'y avait que la méthode statique équivalente. Je me rappelle très bien que lorsque j'ai fait mon projet de fin d'études en 1985, j'ai utilisé donc la révision 1983 et on a utilisé uniquement la méthode statique équivalente. Donc, en 1988, on a introduit en annexe et ce n'est qu'en 1999 que la méthode modalo-spectrale est explicitement introduite dans le corps du texte des règles parasismiques algériennes et qui est devenue donc la méthode utilisée ou la méthode de premier choix pour l'analyse des structures sujettes au séisme. En 2003, plutôt, juste après le séisme de Bou Meldes, on a fait aussi une version qu'on a appelée version 2003, donc RPA 99, version 2003. Et là aussi, il n'y avait que 2 paramètres pratiquement qui ont été touchés, comme on le dit explicitement,
dans cette version qui porte essentiellement sur deux volets, révision du zonage sismique et nouvelles prescriptions plus restrictives pour le système de portique autostable en béton armé. Donc voilà en quoi ça consistait cette révision de 2003. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est toujours sur cette révision. Il y avait donc une révision qui était initiée, je pense, en 2011-2012, et puis qui n'a pas encore sorti. C'est une révision, je dirais, pas très fondamentale. Il y a certains points qui ont été améliorés par rapport à l'RPA 99, mais on est resté toujours sur, disons, cette génération de code parasismique. Bon, elle va sortir peut-être très prochainement, je ne sais pas. On verra plus tard. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que pour faire une révision, on a besoin ici de comités. D'accord? Donc, la révision ou la force d'un code parasismique et la force des comités, je dirais, chargés de faire le update. Pour cela, bon, j'ai essayé un petit peu de comparer ou de voir comment les comités sont constitués dans d'autres codes. J'ai pris, par exemple, le code, la STE 710 que j'avais donc disponible. Et on peut voir ici qu'il y a donc d'abord le comité constitué de membres votants, c'est contient membres. Ensuite, des membres honoraires en nombre de 8 et les membres associés, 91 membres. Donc la liste est longue. Bon, ici, il y a d'autres membres, mais pour d'autres charges. Neige, vent, etc. Mais bon, je reste uniquement seismic loads, les sous-comités de la charge sismique. Alors, il y a ce sous-comité est constitué aussi de 70 membres. Ensuite, les tasks comités, ce sont des sous-comités chargés pour chaque type ou chaque aspect du code. Par exemple, un comité chargé des mouvements forts, un comité chargé des dispositions constructives, un comité chargé des études géotechniques, fondations, les conditions du site, un comité reinforce concrete, donc la béton armé. Bon, ça, il est 10, 29, 7 membres. L'essentiel, c'est que c'est des sous-comités et le nombre total s'élève à 347 membres. Comparé, par exemple, à l'RPA, dont la plupart des révisions est inférieure à 30 membres. Et là, donc voilà un petit peu la différence en termes de comité. Évidemment, l'organisation du travail des comités est aussi importante. C'est-à-dire que les sous-comités, comment ils travaillent, comment ils l'interface avec le comité général, etc. Donc, il y a toute une structure qui permet aux sous-comités
de travailler et de présenter le travail à la hiérarchie pour enfin pouvoir faire les révisions nécessaires du code. Ça, c'est en termes de nombre de membres des comités. J'ai regardé un petit peu le contenu. Donc, par rapport au règlement parasismique, ça aussi, c'est le contenu de l'ASCE 710. Bon, pour l'RPA, on est resté à peu près à ce niveau de détail. OK? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà introduites dans d'autres codes et que nous, on n'a pas encore intégré. Bon, je reviens aussi sur ça en parlant un petit peu de l'évolution du code. Je vois ici, par exemple, l'analyse dynamique non linéaire, les structures sur des isolateurs, les structures avec des systèmes de dissipation d'énergie, les sols structures, l'interaction sol-structure, les classifications des sites, etc. Donc, il y a des notions, des concepts, des nouveaux concepts qui sont déjà en vigueur dans d'autres codes qu'on n'a pas encore intégrés dans les règles parasismiques algériennes. En termes de volume de pages, on voit ici l'évolution du nombre de pages de l'ATC. Donc, il passe de 1990, 200 et quelques, à 935 pages actuellement, là, en 2014. 935 pages, dont 484 pages de commentaires. Donc, comparé à 85 pages des RPA. Bon, c'est tout à fait normal parce qu'il y a énormément de dispositions constructives, des choses qui ne sont pas dans notre code. Je donnerai aussi ici un exemple, par exemple, les éléments de contreventement qu'on trouve 85 types et contre 21 uniquement dans les règles parasismiques algériennes. Donc, il y a pas mal de systèmes de contreventement qui ne sont pas inclus dans les classifications des règles parasismiques algériennes. Bien, maintenant, pourquoi ou à quel niveau les règles parasismiques se situent par rapport au développement actuel des codes parasismiques? Je répète ici, où je dois dire clairement que ici, je ne parle que d'un point de vue de ma spécialité, c'est-à-dire d'un point de vue d'analyse. Donc, il y a d'autres choses dans le code. Il y a l'alias sismique, il y a aussi les dispos constructifs pour le béton, pour la charpente. Et là, je laisserai bien sûr le soin à d'autres spécialistes. Ils peuvent donc donner un avis sur le contenu du code et comment on peut améliorer par rapport à la tendance actuelle. Donc, disons que Starting Point, au début, c'était
10% du poids comme charge horizontale appliquée sur le bâtiment. Ensuite, cette charge a été développée pour introduire un coefficient CW qui dépend d'un certain nombre de facteurs, tels qu'on a introduit des zones, on a introduit le facteur d'amplification, etc. Dans la fin des années 70, disons, on a déjà commencé à utiliser la méthode dynamique ou bien la méthode modale spectrale que l'RPA a introduit pratiquement 10 ans après, disons en 1988. Maintenant, on parle de la nouvelle génération des codes sismiques qui introduit la méthode de calcul capacitaire ou par performance, donc Performance-Based Seismic Design, qui utilise les méthodes d'analyse statique et dynamique non linéaire pour vérifier la cohérence du comportement sismique de la structure par un calcul non linéaire. Il y a même une tendance maintenant pour introduire explicitement les méthodes probabilistes dans le code. Je vais tarder un petit peu sur ce que c'est que cette méthode capacitaire ou la méthode Performance-Based Seismic Design, quel est le principe et pourquoi c'est une méthode intéressante à ne serait-ce que d'ouvrir le champ pour utiliser cette méthode. Alors, avant d'introduire cette méthode, je dois peut-être parler de ce que c'est que les codes prescriptifs et prédictifs. Alors, la génération, par exemple, l'RPA maintenant, c'est un code qui est basé sur la méthode prescriptive ou prescriptive et la méthode basée sur les capacités ou capacitives, c'est une méthode prédictive. Quelle est la différence? La différence est fondamentale parce que les codes prescriptifs, c'est des codes. Bon, d'abord, la philosophie, c'est le code parasismique. Tout au début, j'ai dit que le code vous dit qu'en cas d'un séisme modéré, il y a des dommages non structurels. En cas d'un événement sévère, la structure ne doit pas s'effondrer, mais elle peut endurer des dommages structuraux avancés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réponse de la structure est une réponse non linéaire par excellence. Donc, dans le règlement parasismique, on fait un calcul linéaire pour prédire ou pour dire voilà ce qui va se passer dans le cas d'une sollicitation qui va solliciter les éléments au-delà de leurs limites élastiques. En introduisant implicitement un coefficient tel que le coefficient R qui réduit donc la force sismique élastique à une force sismique post-élastique selon ou en fonction de la capacité du système à se déformer
au-delà de la limite élastique sans se rompre, c'est-à-dire la ductilité du système. Donc, on donne des coefficients pour catégoriser au cours disons, catégoriser le comportement non linéaire en faisant un calcul linéaire. Alors, prescriptif, c'est que vous avez un ensemble de critères. Vous avez, par exemple, une force sismique, vous avez des dispositions constructives, vous avez, par exemple, des règles. On vous dit, par exemple, il ne faut pas dépasser pour une structure autostable, un étage, deux étages ou trois étages. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une structure de 5 étages, poteau-poutre ou structure autostable, elle n'est pas conforme au code, par exemple. Parce que pour des structures au-delà de 2 étages, il faut mettre dans les zones, par exemple, 3, des voiles. Est-ce que cette structure, comment elle va se comporter réellement lors d'un séisme? Est-ce que forcément elle va s'effondrer? Le code ne vous dit rien sur ça. Il ne peut pas vous dire. Le code vous dit tout simplement, si vous faites des voiles et si vous calculez selon cette méthode et si vous respectez le zonage, cette structure, en cas d'un séisme sévère, elle ne va pas s'effondrer. Donc, c'est prescriptif. Vous avez un ensemble de critères à vérifier pour avoir une garantie que la structure, elle peut résister. Alors, cette approche, elle a ses avantages, évidemment, mais maintenant, la tendance actuelle, c'est qu'on veut aller vers plus de précision. Plus de précision, c'est quoi? C'est de bien définir l'action sismique et prédire le comportement réel de la structure en cas d'un séisme. Et donc, d'où vient donc cette méthode capacitaire, donc qui vous, bien dans le code, elle, le concepteur, il peut, c'est-à-dire explicitement, il peut savoir, par exemple, ou bien il peut concevoir sa structure pour différents niveaux de sollicitation. D'ailleurs, actuellement, certains codes utilisent l'action sismique qui est accidentelle, les combinaisons, ils les utilisent, par exemple, pour certains cas comme étant une sollicitation de service à l'âge, parce que si je veux protéger ma structure, même pour un séisme sévère, à rester fonctionnelle, ça veut dire que cette sollicitation n'est plus une sollicitation accidentelle. Il faut qu'elle devienne une sollicitation de service. Et donc, je change complètement l'aspect de vérification d'une sollicitation disons, accidentelle à une excitation ou bien un chargement ou une combinaison de services. Donc, ici, on fait les catégories. On ne vous dit pas, par exemple, un séisme modéré. C'est quoi un séisme modéré? C'est quoi un séisme sévère? Là, on fait une catégorisation ou une définition plus claire. Les séismes, par exemple, fréquents, ce sont des séismes dont la probabilité de dépassement pendant 50 ans, elle est de 50%. Donc, c'est une période de retour de 72 ans. D'accord? Donc, c'est
un peu plus défini par rapport à dire que c'est un séisme fréquent. Occasionnel ou modéré, c'est la probabilité de dépassement, elle est de 20% pour 50 ans, donc avec une période de retour de 225 ans. Rare, c'est 10% en 50 ans. Donc, la probabilité, elle est faible en 50 ans. Et d'où, donc, j'ai une période de retour de 475 ans. Donc, ainsi de suite. Et puis, dans le comportement ou la performance, on va pas parler disons, des éléments structuraux, non structuraux, endommagement avancé, moins avancé, etc. On parle de rester opérationnel. Ici, immediate occupancy, c'est-à-dire qu'elle reste fonctionnelle. Ici, opérationnel, ça veut dire que tous les éléments de la structure en équipement, en éléments non structuraux, parce que, attention, parfois on parle des éléments non structuraux d'une construction, on a l'air de comprendre qu'il s'agit juste des murs non porteurs, bon, les fenêtres, les portes, etc. Mais non, tout ce qui est équipement aussi à l'intérieur. Et parfois, ce sont des éléments qui coûtent énormément par rapport à la structure globale. Si j'ai par exemple une façade ventilée, si j'ai une façade en mur rideau, si j'ai à l'intérieur des installations HVAC très avancées, la plomberie, etc. Ce sont des lots qui sont très, très coûteux. Et pour les protéger, donc, certains, disons, maîtres d'ouvrage qui veulent choisir que leur structure ne dépasse pas, qui reste fonctionnelle. Donc, pour rester fonctionnel, il faut concevoir par rapport à cette performance. Cette performance, elle est visualisée par exemple ici. Ici, bon, dans le domaine élastique, si je dois rester donc dans le domaine pratiquement opérationnel et fonctionnel, il faut que je reste à peu près dans ce domaine ici. Ensuite, life safety, c'est-à-dire la protection des pertes humaines, qui est la base ou bien le minimum de protection des codes actuels, elle est située ici. Et puis, la near collapse, c'est-à-dire la prévention de l'effondrement, si vous voulez, c'est la dernière phase, juste après, il y a un grand risque d'effondrement si mes analyses ou mon calcul va, en calculant donc la capacité de la structure contre la demande sismique, ça va me donner un point de performance quelque part ici. Ça veut dire que c'est un danger imminent d'effondrement. Donc voilà, avec donc la méthode PBSD, je contrôle et l'input et l'output. C'est-à-dire, je peux choisir à quel niveau d'excitation et je peux choisir à quel niveau de performance. Et bien sûr, pour chaque niveau de performance, il y a des exigences propres à ce niveau. Donc voilà un petit peu où va la tendance actuelle des codes parasismiques. Bien. On peut, c'est-à-dire que
c'est vrai que on avance rapidement, mais bon, il faut quand même suivre, ou bien, même si on n'arrive pas vraiment, disons, à utiliser complètement ces principes, ces notions, il ne faut pas quand même qu'on ferme les horizons. Il faut qu'on donne des ouvertures dans le code pour absorber donc ces nouveaux concepts et pourquoi pas les utiliser. Avant de finir, j'ai, en faisant donc une petite recherche, j'ai trouvé donc cette référence Building Regulation for Resilience qui parle un petit peu de l'importance des codes parasismiques pour la résilience. Maintenant, on parle de la résilience, c'est-à-dire la capacité d'une communauté dotée d'infrastructures de faire face donc à un événement sismique et reprendre l'activité, etc. Alors, dans ce document, pour montrer l'importance justement des codes sismiques dans la résilience, il donne un exemple. Bon, je vais le citer, cet exemple. C'est un exemple de 2 séismes qui se sont produits dans une ville. L'une, elle comporte 30 000 habitants et l'autre 90 000, qui se sont produits pratiquement à la même période, le 26 décembre 2003 dans l'une et le 23 décembre 2003 dans l'autre. Alors, la magnitude de l'une est 6,6, l'autre 6,5. Donc, c'est très proche en termes de magnitude. Le nombre de victimes dans l'une est 2, dans l'autre 40 000. Alors, 50% de la ville a été complètement détruite dans l'une et uniquement 46 bâtiments qui ont été endommagés dans l'autre. Tout simplement parce que tous les bâtiments dans cette ville étaient conformes au code et la plupart ici n'étaient pas conformes. Ça, c'est pour montrer l'importance du code. Une chose plus importante que le code parasismique, c'est est-ce que les bâtiments ont été construits par des gens qualifiés et selon effectivement le code ou non. Et c'est ça qui fait un petit peu la différence. Donc, dans l'une, la construction a été faite par des professionnels, dans l'autre a été faite comme ça, n'importe comment. Et le résultat, voilà la différence. Le document ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas. On sait a priori que le code sismique est important pour mitiguer le risque sismique, mais il parle dans son premier chapitre pourquoi certains codes n'arrivent pas à minimiser ce risque. Why building regulation has not reduced disaster at chronic risk low and middle income countries. Pour certains pays, disons, non développés, pourquoi les codes parasismiques n'arrivent pas à réduire le désastre que provoque malgré qu'il y a un code sismique. Je laisserai le soin à l'audience de découvrir, donc il existe le document et il parle donc des obstacles
il fait une analyse sur pourquoi on n'arrive pas, même avec un code, à réduire les pertes. Et je pense que certains points sont très, très importants qu'il faut les considérer même chez nous. Alors, en conclusion, comme je l'ai mentionné, l'Algérie est parmi les premiers pays qui ont eu leur code parasismique. Même avant l'apparition des codes parasismiques, l'Algérie avait donc des recommandations écrites pour construire parasismique. Deuxième point, c'est que le code parasismique, il peut être à une certaine époque, à un certain moment, au même niveau d'autres codes. Maintenant, si on ne fait pas des révisions régulières en intégrant les nouveautés, en intégrant les leçons qu'on apprend après les séismes, ces codes vont devenir obsolètes. Le code sismique aussi, ce n'est pas, entre parenthèses, universel, c'est-à-dire fait une partie effectivement technique qui est basée sur, disons, ce qui est universel, calcul, etc. Mais il y a aussi des choses qu'il faut tenir compte de l'environnement là où on est. Donc, ça ne sert à rien, évidemment, d'utiliser un code aussi sophistiqué et qui intègre des nouveautés si on n'est pas capable de réaliser les entreprises ou les constructeurs n'appliquent pas donc les règles de construction, etc. Donc, dans ce cas, justement, le code ne peut rien faire et aussi quand on fait, par exemple, quand on tient compte des conditions locales, il ne faut pas aussi faire trop de restrictions. Parce qu'un code qui est fermé, on dit, voilà, je ne sais pas construire tel système, je vais bannir ce système. OK, oui, on peut le faire. Même les autres systèmes, il viendra le jour où on sera incapable de construire quoi que ce soit. Oui, je suis tout à fait d'accord de limiter en tenant compte des conditions locales, mais rien n'empêche d'ouvrir de s'ouvrir aux méthodes ou bien au système pour donner aussi l'opportunité ou l'occasion des entreprises performantes de faire avec les systèmes. Dans ce cas, il faut surtout faire des dispositions constructives très strictes et surtout le suivi pour la réalisation, pour qu'elle soit conforme. Donc, bannir pour bannir, je pense que ça va nous mener à un code fermé et on va rester c'est-à-dire on ne peut pas
finalement, il viendra le jour où on va dire, OK, nous, on a beaucoup de problèmes pour des structures au-delà de 3 étages, donc on ne va pas faire des structures au-delà de 3 étages, on va s'arrêter, quel que soit le système, charpente, béton, armé, maçonnerie, ces 3 étages au-delà, on ne va pas utiliser. Donc voilà, c'est-à-dire que être ouvert tout en tenant compte des conditions locales. Et bien sûr, quand on parle du feedback des rapports post-sismiques, il ne faut pas aussi qu'on prend ça d'une manière folklorique. Dès qu'on voit quelque chose, ah, ça c'est le problème, on ne va pas faire ça. Je pense qu'il y a toute une stratégie. Il y a beaucoup de littérature, de documentation qui donne la méthodologie de faire ces expertises post-sismiques et d'en tirer les leçons pour les futures révisions. Voilà, sur ce, je termine. Je vous remercie et peut-être pour une prochaine présentation. بارك الله فيك أستاذ شكرا جزيلا يعطيك الصحة. Thank you very much for the very very insightful presentation. والله يعني you take us from the very beginning of the seismic code in the old days يعني في on voyait les anciennes civilisations كيفاش كانوا يستعملوا البنايات باش كانوا يدخلوا يعني الكونشسنس يعني كان عندهم همة باش يبنوا بنايات مضادة للزلازل. And then you break down all the seismic Algerian seismic code from the historical perspective to the technical perspective. ويعني حتى you proposed the new approach, the PBSD, and then finally concluding with the very very important conclusions and remarks. يعني I really appreciate that people will share this material with them. يعني ننصح الناس يبثوا هذه المحاضرة لأنها مهمة جدا، خاصة احنا النظرة تاعنا في المشروع هذا تاع earthquake hazard mitigation أنه earthquakes don't kill but buildings do. يعني we are trying to mitigate and minimize the damage due to the construction's failure. وهذا شيء مهم يعني ماشي اهميتها يعني السيفل انجينيرنج ولا بيلدينج انجينيرنج، ولكن هذا امر شخصي يعني يخصني انا ويخص كل الناس. يعني غدا كي تبنيو ان شاء الله يمكن انتم ما تحترموش القواعد تاع البناء يعني تكونوا صارمين في هذا المجال، يعني انتم الخاسرين. يعني construction will fail because of the non-respect to the code and this is a very very important. عادة يعني أستاذ هنا نديروا Q&A session يعني مع الببليك، ولكن since we are recorded, it's recorded. I have many questions, but I will just pick up through few important questions maybe يعني نستغلوا حضورك معنا. My first question, Ustad, is now there are many people talking about retrofitting in old buildings, and actually we invited one speaker in June, I believe, who presented the importance of retrofitting. يعني retrofitting هو تجديد ولا تهيئة المباني القديمة. يعني السؤال تاعي أستاذ، هل هناك دي guidelines ولا كاين des instructions في الكود باراسيسميك algérien qui va permettre le retrofitting of old buildings مثلا؟ Actually, you touched very important aspects of seismic design of existing buildings. And it was actually the origin of the development of the BPSD. Why? Because people were having some existing buildings which have not designed according to the actual code, and they were wondering whether these buildings are can resist the upcoming earthquake or not. And this is the questions which led to the development of defining the or predicting the real response of existing building. And then this method has been generalized to the new seismic code generation in Algeria. Now we are working on a new guidelines for retrofitting.
So I'm part of the committee, and we hope that we will come out with a good draft for strengthening and retrofitting of existing buildings. We will try at least to recommend new methods to be used for retrofitting and strengthening. شكرا استاذ، بارك الله فيك. نوض المحشر، عندي سؤال واحد اخر هنا. ربما كاين بزاف من عامه الناس راهم يشوفونا في المحاضره حاليا يقول لك راني حايب نبني ولكن ما نعرفش who to talk to. How can I know that my construction is fitting the construction code؟ يعني كيفاش الناس تقدر تعرف باللي البنيان اللي راهم يديروه ولا راهين حابين يبنيو راهو معاهم كوريسبوندونس مع لو ريغلومون باراسيسميك تاع لا ريجيون اللي رايحين يبنيو فيه؟ Je pense que c'est très facile. Quand on est malade, on va vers le médecin. Quand on veut construire, je pense qu'il ne faut pas aller directement au maçon. C'est-à-dire que là, on a sauté une étape très importante qui est l'étude. Donc, quelle que soit la construction, une petite villa, une maison, il faut passer d'abord par une étude architecturale, bien sûr, et génie civil. Et l'ingénieur génie civil, tout simplement, il va appliquer le règlement parasismique pour dimensionner et même parfois pour économiser, parce que le but, c'est de construire parasismique tout en restant dans l'économie. C'est-à-dire quel est le minimum disons, de dimension ou bien de coût pour avoir une structure résistante au séisme. Donc, il faut passer par l'étude de l'ingénieur de structure ou de génie civil, tout simplement, qui va produire les plans que, évidemment, le constructeur va l'appliquer pour construire. Voilà. شكرا، بارك الله فيك استاذ، يعطيك الصحه pour les réponses. On va pas essayer de te retenir plus longtemps، يعني حتى لو كان نقدروا نسقسيو pendant des heures، يعني سوجي تري باسيونون، على بالي بلي كثير من اللي راهم يشوفوا فينا ماذا بهم يتعلموا اكثر، ولكن ان شاء الله on va essayer d'organiser d'autres événements similaires في الفيوتشر ان شاء الله باش نرفعوا التوعيه، يعني الوعي تاع الناس فيما يخص البنايات في الجزائر، وان شاء الله we minimize the earthquake effects. ان شاء الله بهذا المقال نغنسي نختموا هذه الكونفيرنس اليوم تري انتريسون تاع الاستاذ اللي هو معنا اليوم اللي شرفنا بالحضور تاعو. ان شاء الله you can see this recording. ان شاء الله we will upload it in our platforms, and you can see it and share it with your friends inshallah, and even with the students. Inshallah, for the month of October we will have another webinar. Le 16 octobre inshallah نحن نعرضوا بروفيسور بيير بارد اللي راح يعطي محاضره على le site effects, importance of site effects on ground motion amplification. كما شفتوا الار بي كاين une partie وين فيها les effets de site. Donc ان شاء الله الاستاذ بيير بارد il va nous donner plus d'informations على هذا السوجي. فيما يخص فوالا هذا النكست ويبينار، وبهذا ان شاء الله نقول لكم يعطيكم الصحه، بارك الله فيك استاذ على الحضور، وبارك الله فيك هذه المحاضره. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا.